La société africaine renferme une pluralité culturelle qui n'est plus à démontrer. En effet, du nord au sud, en passant par l'est, l'ouest, le centre du continent, chaque pays, chaque ethnie ou peuple se définit de manière particulière et singulière. Ce qui est le cas pour la population Fang que l'on retrouve dans plusieurs pays d'Afrique. À l'occurrence, le Gabon, le Cameroun, la Guinée équatoriale. Parti de l'Égypte, ce peuple se définit comme étant le plus stratégique, le plus féroce et le plus robuste d'après les dires de quelques anciens. Pourquoi une telle lecture du peuple Fang? Nous le saurons dans un instant avec Venant de Bomam qui a mis sur le marché aux éditions Atramanta, c'était en janvier 2021, le Songo, un jeu de stratégie du peuple Ekong. Je dis bien du peuple Ekong et non du peuple Fang. Quel lien existe-t-il entre les deux? Nous le saurons dans un instant avec Venant de Bomam lui-même qui sera des nôtres aujourd'hui. Mais avant, regardez. Venant de Bomam Ntougou est un ingénieur en génie civil. Originaire du Grand Nord, dans la province du Walantam, l'homme nous revient du pays des Ekang situé entre la ville d'Oyem et le Cameroun. Amoureux de la tradition africaine, notre auteur du jour s'est spécialisé dans la promotion de la culture en fondant l'ONG Génération Ekang. Plus tard, il se lance dans l'écriture et publie coup sur coup Génération Ekang Gabon, Introduction au mystère, puis le Songo, un jeu de stratégie du peuple Ekang en janvier 2021 aux éditions Atramanta. Dans cet ouvrage, notre traditionnaliste maison retrace l'histoire de ce jeu ancestral de la population Fang venue d'Égypte. Venant de Bomam reconnaît en ce jeu une réelle stratégie d'attaque et de défense militaire, une stratégie mathématique et scientifique. Il s'interroge alors sur le rôle et la place du Songo dans les programmes scolaires, car pour lui, le jeu, le Songo, peut être un véritable point d'ancrage de développement dans notre pays. Bienvenue dans votre émission de littérature, le livre de l'auteur, la seule émission consacrée à la plume gabonaise, mais également africaine. Si vous nous rejoignez à l'instant, sachez que vous avez la deuxième partie de votre émission intitulée Le livre de l'auteur. Et l'œuvre choisie du jour est le Songo, un jeu de stratégie du peuple Ekang de Venant de Bomam, publié aux éditions Atramanta, c'était en janvier 2021. Dans cet ouvrage, l'auteur nous fait des révélations comme quoi le Songo serait, sinon apporterait des stratégies militaires, économiques, politiques et certainement économiques. Venant de Bomam, qui est des nôtres aujourd'hui. Venant de Bomam, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour madame. Alors monsieur de Bomam, le Songo, un jeu de stratégie du peuple Ekang. Je dis bien du peuple Ekang et non du peuple Fang. Oui, c'est cela. Oui, en fait, il faut bien... Quelle est la différence? Y a-t-il une différence entre le peuple Ekang et le peuple Fang? Oui, en fait, c'est comme un ensemble, les sous-ensembles. Lorsqu'on parle des ensembles, on parle des éléments composants de cet ensemble. Le peuple Ekang, c'est généralement le peuple qu'on retrouve en Afrique centrale, notamment dans les 5 pays aujourd'hui, beaucoup disent 6 pays, c'est-à-dire le Gabon, le Cameroun, la Guinée équatoriale, le Congo, Sao Tomé et Principe, Angola, on peut encore ajouter d'autres pays. Ça, c'est le peuple Ekang qu'on appelle également le peuple Ayon. Parmi ce peuple, on trouve les Fang, qu'on retrouve au Gabon, en Guinée équatoriale. On trouve les Boulou, Beti et Wondo, Okak et ainsi de suite. En fait, il y a beaucoup de peuples qui sont, beaucoup de sous-groupes dans le grand groupe qu'on appelle le peuple Ekang, qu'on retrouve en Afrique centrale. Donc les Fang seraient du groupe Ekang? Oui, en fait, les Fang sont issus du peuple Ekang. C'est une partie, ce sont des enfants de Kanda qui est probablement leur papa. Ah, vous dites que ce sont leurs papas. Je me réfère ici à la page 11. En Afrique centrale vit un peuple appelé Ayon ou Ekang, plus connu sous le groupe Fang Boulou Beti au Gabon. Et en Guinée équatoriale, on l'appelle Fang. Mais ce n'est pas tout à fait cela. Parmi les Fang, il y a les peuples patrimoniaux et des sous-groupes tels que Nkui, Beti, vous allez me corriger hein, si je prononce mal, Okak, Boulou, Ntumu et Wondo, ben, j'en passe.
tous nés d'Afirikara ou Nanga Rabia. Bien que distingués par leurs noms patrimoniaux, ils se reconnaissent plutôt à un nom général Ekong. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Ce que vous devez comprendre, c'est que en fait, tout peuple a ce qu'on appelle sa corde de loi, ce que vous appelez la constitution en fait. Et lorsqu'on rentre dans le peuple Ekan, on nous apprend que en fait, ce patriarche qui est arrivé probablement de la zone égypto-nubienne aurait eu 2 femmes. Et parmi 2 femmes, nous avons la première qui s'appelait Nana Sake, qui a fait 2 enfants avec le patriarche. Nana Sake aurait fait 2 enfants. Le premier enfant était Onkun, qui a fait le peuple Bokun. Et le deuxième enfant était Boti, qui a fait le peuple Beti. Et dans Boti, vous avez encore beaucoup de groupes qu'on retrouve notamment au Cameroun forestier. Avec la seconde femme qu'on appelle Nana Sake, il aurait fait 7 enfants. Et le premier, effectivement, l'aîné, c'est celui qu'on a appelé enfant. C'est ce enfant-là qui est venu vers les côtes de l'estuaire rencontrer le colon. Et comme la dialectique française ne permet pas de marteler sur le phonème qu'on appelle ouf, ouf, ouf. Ouf étant absent, ils ont enlevé le M pour mettre le F qui a donné fin. Donc c'est pour dire qu'en fait, le fan qu'on appelle au Gabon, normalement c'est un fambo qui revient d'Afrique. C'est le fils aîné. Un fambo, tu veux dire? Un fambo, ça veut dire le valeureux. Donc c'est lui un fan. Enfant étant l'aîné, il est également, avec Nana Ngorbe, la deuxième femme, ce patriarche a fait 6 autres enfants, notamment au CAC, qui est dans la région de Oyem, et toute la Guinée équatoriale, pratiquement avec Ntoubou. Les Boulous, qui sont effectivement au Cameroun, on a parlé d'Onkun, on a parlé de Bono, et moi je suis justement le dernier de la lignée qui est Ntoumou, qu'on retrouve dans la vallée du Ntoumou. Ntoumou est également un clan. Est-ce qu'on ne va pas se perdre ici entre les clans, les groupes, les peuples? Je sais que chez les Fonds, on a les Ntoumou, on a les Oyok, on a les Ba, il y a tout un stock de clans ici. Mais est-ce qu'on ne va pas se perdre? En fait, nous sommes dans 2 paradigmes différents, il faut le dire. Si on raisonne à partir du paradigme occidental, effectivement, on va se perdre parce que vous partirez des ennemis, vous partirez des tribus, vous arriverez aux clans, vous arriverez aux familles, vous arriverez aux lignées. Mais lorsque vous rentrez dans notre propre paradigme, vous ne serez pas perdu parce que nous, on raisonne en termes de famille, Mandamobot. Et au-dessus de Mandamobot, vous avez ce qu'on appelle Ayon. Vous avez Ayon, c'est ce que vous appelez les clans. Après, nous, on a des lignées également, ce que vous appelez les liens paternels, les liens paternels, ou encore les liens parentels, en fait, les liens parentels. Ça veut dire que moi qui suis, par exemple, un V chez un Toumé Sabousan, je suis parenté à Essibikan. Normalement, on ne doit pas se perdre quand tu connais toutes tes lignées, tous tes liens parentels. Tu connais également les pères fondateurs parce que en fait, chaque langue est issue d'un père fondateur. Si tu parles Fon, tu es normalement issu d'un Fon ou encore tu as habité la région qui parle Fon. Si tu es en Toumou, tu es issu d'un Toumou ou encore tu habites dans la région qui parle d'un Toumou. Mais la généalogie, c'est la clé qui statue tout ce qui est dérapage. Vous dites aussi à la page 13, Afirikara reste pour l'instant l'appellation des fils du Gabon, Guinée équatoriale et une partie du sud Cameroun. Nanga est plutôt le nom que lui donnent les Beti Boutou. Les Beti Boulou, voilà. Voilà les Beti Boulou, tout à fait. Tout à l'heure, je parlais des enfants. Et j'ai dit avec Nana Sake, et le patriarche a eu 2 enfants, Onkun et Beti. Donc tout de suite, on est dans les Beti Boulou. Et là-bas, il appelait probablement par le nom, le deuxième nom. Tu sais, chez les Ekans, chacun de nous a probablement 4 noms. 4 noms. Tu as le nom de ton père, le nom du côté paternel, qui est généralement écrit dans ton acte de naissance. Tu as le nom du côté maternel. À partir de là-bas, tu peux également développer ta généalogie. Mais quand tu arrives encore au niveau de maman, on te donne encore le nom d'un autre ancien, soit du côté de papa, soit du côté de maman. Donc tu te retrouves avec 4 noms. Ben, les petits boulous, eux, ils appellent le patriarche par Nanga, alors que nous, on appelle par Afirikara. En fait, il s'agit d'une même personne, d'autant plus nous avons les mêmes généalogies, nous avons les mêmes cultures, la même culture, les mêmes traditions, et nous vivons dans la même région qui est le Cameroun forestier. Donc, on retient que les Ekang sont les pères des Fonds.
En fait, c'est ça la conclusion finale aujourd'hui. Il faut retenir plutôt aussi que le peuple dit Ekan, c'est ce grand peuple qu'on appelle le peuple Ayon et qui parle la langue qu'on appelle Mazo et Nanfan. Majona. Voilà. Alors, on va poursuivre. Vous dites à la page 16, le problème est d'importance. Le devoir qui s'invite ici est d'amener l'Africain, l'homme noir, à renouer avec lui-même à travers tous les pans culturels et son environnement. C'est la condition sine qua non pour que nos traditions s'améliorent considérablement et devenir excellentes. Un peu plus loin, vous dites, il a été considéré comme un passe-temps. Je parle bien du jeu, hein. Havre des paresseux, ignorant toute la science et les enseignements pédagogiques qu'il renferme et au demeurant dans les corps de garde. Donc le Songo pour vous est un... Oui, c'est un en jeu fait, de paresseux, mais ce sont les gens qui le disent. non, non, il faut dire que on est à Basson, tout le monde peut vous le confirmer. En fait, il fut un temps où le Songo était interdit à tout le monde, seulement les vieux qui jouaient à cette époque. Après, il est arrivé également qu'on attribue ce jeu aux paresseux, ce que j'appelle les flemmards. C'est-à-dire les gens qui ne veulent pas aller travailler dans les plantations, aux champs, en fait, qui ne veulent pas faire les travaux manuels. C'est eux qui sont restés à jouer au Songo. Donc, les patriarches de cet temps étaient obligés plus ou moins à cacher les tabliers ou encore à interdire les tabliers aux enfants. Parce qu'un enfant qui ne veut pas aller en brousse, il va se mettre à jouer. Donc, tout de suite, le jeu a été interdit. Okay. Et on a dit que c'était un jeu qu'on appelle dans ma langue Mazo. Donc, ça veut dire le jeu, effectivement, des flemmards. Okay. Mais au XXIe siècle, c'est tout le contraire, en fait. Il y a beaucoup de choses qui se cassent derrière ce jeu qui, aujourd'hui, qui traverse le monde. Alors, en quoi est-ce que ce jeu, qui se veut être un simple jeu, peut-il apporter un changement dans le monde? Oui, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que... on va d'abord revenir, qu'est-ce que le Songo? Bon, le Songo, déjà... Nous savons que le Songo, c'est ce tablier, oui, n'est-ce pas? Il est composé de 14 cases, n'est-ce pas? 7 de chaque côté et qu'à l'intérieur, nous avons 5 pierres, c'est ça? Graines. 5 graines réparties de chaque côté. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est? À quoi il sert? Comment est-ce qu'on y va de gauche à droite à gauche? Comment ça se passe? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on prend la définition basique, c'est que tout le monde connaît, c'est que le Songo est un jeu. Un jeu de société qu'on retrouve chez les Fons ou encore chez les Boulo Beti au Cameroun. Chez les Ekans. Disons, c'est un jeu qu'on retrouve chez les Ekans. D'accord. En fait, c'est plus que ça. Pour quelqu'un qui ne connaît pas, on peut se limiter à dire que le Songo est un jeu. C'est un simple jeu. C'est un simple jeu qui se pratique sur un tablier reparti sur 2 rangées composé de 14 cases, 7 cases par rangée. Et il se pratique à travers des boules qu'on appelle les graines des ans. Les graines des ans qui font 1 cm. Ces boules, on les projette ou bien on les déplace une par une dans chaque case. De gauche à droite, de droite à gauche? Oui, en fait, on les déplace sur le sens des aiguilles d'une montre. C'est aussi ça, c'est le sens le plus logique pour nous. Le sens des aiguilles d'une montre. C'est-à-dire quand tu prends tes pions, tu ramasses d'abord tous les graines en même temps, tu ne laisses pas, tu les ramasses en même temps, mais tu déposes une par une dans chaque case. Et en suivant le sens des aiguilles une montre. La finalité ou bien l'objectif final, c'est de se retrouver avec plus de pions que ton adversaire à la fin. Okay. C'est-à-dire tu te retrouves avec plus de pions. Il faut dire qu'au Songo, les pions ne sont pas identifiés. Au départ du jeu, tu ne peux pas dire ce sont mes pions. Les pions n'appartiennent à personne au départ du jeu. Mais à la fin de la partie, les pions appartiennent au vainqueur. Ok. En quoi est-ce que ce jeu alors peut changer le monde? Oui, en fait, ce jeu change. Avec ce jeu, on développe des stratégies militaires, on développe des stratégies culturelles, on développe des stratégies économiques également. Oui, parce que d'après l'histoire, le Songo, on viendrait de ces femmes qui avaient à l'époque en Égypte, allaient souvent creuser et puis mettaient des graines dans un trou. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons un patrimoine qui peut nous aider à donner quelque chose ou à laisser quelque chose au monde. Nous assistons aujourd'hui à ce qu'on appelle un village planétaire où les forces qui y participent, chacun met quelque chose pour donner, n'est-ce pas, son nom à la postérité. Mais au Gabon, nous avons cette chance également à travers le Songo de donner quelque chose au rendez-vous de l'histoire. C'est-à-dire, si on prend le Songo
Le sens étymologique veut d'abord dire provoquer. Ça veut dire essayer de chercher à connaître comment l'autre réagit. C'est pourquoi on parle de stratégie. Si on va plus loin, on va comprendre qu'en fait, il s'agit des calculs, il s'agit des mathématiques. D'autant plus que le mot calcul vient d'entasser les cailloux d'une manière rationnelle, ça veut dire d'une manière logique. Et c'est cette logique qui existe dans le Songo parce que le hasard n'existe pas. On ne prie pas Dieu pour gagner au Songo. On joue en posant des hypothèses rationnelles. Or, si nos pouvoirs publics, si encore la masse populaire qui aime bien le Songo investit de plein pouvoir pour que ce jeu s'universalise, il va falloir, n'est-ce pas, réorganiser le jeu pour que cet instrument qui au départ effectivement sort des terres, parce que les premiers tabliers sont issus des terres. Probablement chez les agriculteurs, nous sommes à moins 22 000 ans, à moins 10 000 ans. Et c'est un tablier qu'on a retrouvé, le dernier tablier qu'on a retrouvé, date du 4e siècle de l'ère chrétienne en Éthiopie. Si on se sert de ce tablier au niveau de la défense, au niveau de l'armée, on peut développer ce qu'on appelle des stratégies militaires. D'autant plus qu'il a été utilisé au 19e siècle dans le Cameroun forestier. On peut également développer ce qu'on appelle l'économie sociale. L'économie sociale, d'autant plus que lorsqu'on ramasse toutes les graines sont dans la main, c'est la sociabilité du peuple noir. Et lorsqu'on les dépose dans chaque graine, ça veut dire c'est l'individualité, ça veut dire chacun est normalement appelé à conquérir le monde. Est-ce que vous voyez l'affaire? Lorsqu'on résume ces deux, on peut tout de suite comprendre qu'à travers le Songo, nous sommes dans le langage binaire. Parce que l'unité qui permet de déplacer les pions dans un tablier s'appelle le bic. Et c'est ce bic qui donne en langage informatique le binaire. Ça veut dire 1, soit tu marques un point, 0, soit on te demande un point. Et l'ordinateur moderne ne fonctionne que sur ces deux nombres, le 1 et 0, pas plus. Donc à travers le Songo, si on travaille, on met nos énergies, on peut dépasser l'ordinateur d'aujourd'hui. Et c'est ça l'objectif de Génération Ekan, à laquelle j'appartiens. S'il a apporté par le passé en Égypte des conclusions assez probantes, qu'est-ce qui explique aujourd'hui que le Songo ne soit plus utilisé par nos politiques pour justement améliorer nos conditions de vie? Oui, il faut dire qu'aujourd'hui, chaque peuple au monde lutte pour que ses pans culturels progressent et restent à vie, reste éternel. Chacun aujourd'hui veut que sa culture demeure. C'est pourquoi la civilisation d'aujourd'hui nous apporte des nouveaux jeux, nous apporte des nouveaux enseignements. Ça veut dire un nouveau système que nous ne connaissions pas et que nous, on doit s'adapter pour exister. Mais cela ne veut pas dire que nous n'avons pas nos propres connaissances, nous n'avons pas nos propres systèmes, nous n'avons pas nos propres jeux, nous n'avons pas nos propres langues. Le même problème qui se pose avec nos jeux traditionnels est le même qui se pose avec la langue, puisque les langues aussi se meurent. L'avantage avec le Songo, c'est que non seulement il permet aux personnes de se divertir, il permet également de développer ce qu'on appelle les stratégies cognitives. Ça veut dire cette manière de penser rationnellement à travers la logique. Est-ce que vous voyez? C'est un jeu cérébral en fait. Donc qui peut, nous on pense, qui peut migrer vers le système éducatif. Un jeu qui est désormais aujourd'hui interdit aux femmes. Pourquoi? Je ne sais pas si c'est interdit aux femmes, parce que moi je ne vais pas m'aventurer à dire que c'est interdit aux femmes. Moi je dis et je pense et je le soutiens que le Songo est premièrement de la science. Et qui dit science n'a pas d'originalité sur la sexualité. Ça veut dire qu'il n'a pas d'appartenance sexuelle. Quand on fait la science, le même cerveau qui se trouve chez la femme est le même qui se trouve chez l'homme. Donc dire que le Songo est interdit à la femme, pour moi, c'est à revoir. Parce que sinon on dirait que les femmes ne doivent pas faire la science. On ne voit pas des femmes dans les corps de garde pour jouer avec vous? Ça, c'est une autre question ou bien une autre approche. Là, nous sommes dans un corps de garde. Et le corps de garde a sûrement ses exigences en matière de femmes et d'hommes. Mais ça n'a rien à voir avec le Songo. Parce que le Songo, tu peux le jouer même à la cuisine. Ça, c'est pratique. Très bien. À la page 78, vous dites ceci. La durée d'une partie de Songo est indéfinie car chaque joueur a besoin de temps de réflexion avant de s'engager. À la page 79, vous dites, tout comme les jeux de dames, d'échecs, on peut fixer la durée d'une partie de Songo à 2 heures reparties en 6 matchs de 20 minutes. On accordera à chaque joueur pas plus d'1 minute pour réfléchir. Au-delà du temps accordé, l'arbitre oblige celui-ci de jouer sous peine d'une amende. Il peut arriver que certains matchs terminent plus vite
que prévu et d'autres, au contraire, durs. Alors moi, la question qui m'amène ici à vous poser, c'est que nous avons des jeux mondialement reconnus, tout comme l'échec, le jeu de dames. Et ces jeux, justement, on assiste à des concours internationaux, mais le Songo ici n'est pas reconnu. Qu'est-ce qui justifie cela alors que vous avez des fédérations? Oui, en fait, le Gabon a d'abord une fédération qui aujourd'hui travaille effectivement pour que le Songo migre vers l'extérieur. J'attends par l'extérieur, aux Jeux africains, aux Jeux de la francophonie, voire même les Jeux olympiques. Mais il y a des pesanteurs avant que notre jeu ne sorte de chez nous. Pensez-vous que le Songo peut rivaliser avec ces jeux? Ah mais bien sûr, parce que les dispositions constructives que l'on retrouve dans le Songo sont 100 fois plus supérieures à ce qu'on retrouve dans les échecs, dans le damier, bah bien sûr. Si vous allez à la page mathématique, je ne sais pas si vous pouvez lire ce nombre, on est dans les milliards et des milliards de dispositions. Ça veut dire que même les meilleurs joueurs d'aujourd'hui ne sont même pas arrivés au tiers de ces dispositions. Ok, à la page 169, vous dites... À la page de mathématiques, bien sûr. La mondialisation des jeux traditionnels du monde noir consiste à dire que l'Afrique regorge aussi de nombreuses richesses ludiques qu'elles peuvent s'enseigner à travers des âges aussi bien que ceux importés. Plus loin, vous dites, chacun doit comprendre que la publication de chaque élément de sa culture suffira probablement à déclencher le tact des ébauches de solutions pour le développement de l'Afrique qui a été pendant longtemps présenté au monde comme un vaste espace primitif, perdu avec ses hommes singes sur la route de la modernité. Oui, c'est justement ça. Ce qu'il faut comprendre, il y a deux choses qu'il faut comprendre. Le système éducatif aujourd'hui nous intériorise facilement les histoires qui ont été écrites sur les peuples africains, notamment ces hommes qui sont ultra perdus, qui ressemblent aux singes et qui n'ont pas de pensée. C'est pourquoi on nous a appelés des bien meubles, n'est-ce pas? Alors que l'histoire vraie qui est écrite dit le contraire des choses. L'histoire vraie qui est écrite, et là je fais appel, parce que généralement lorsqu'on fait appel à un Africain, à Cheikh Anta Diop, on dit non, mais parce que vous n'avez que Cheikh Anta Diop là-bas. Moi, j'ai un ouvrage qui est bien référencé. C'est l'ouvrage Harold Monet. Harold Monet a écrit un ouvrage dans lequel il a fait le recensement des jeux de semailles africains. C'est l'histoire des jeux de semailles africains. Dans son ouvrage, il a recensé 200 jeux de semailles. La famille à laquelle appartient le Songo. Parce que dans la famille des jeux de semailles, vous avez deux types de catégories aussi, il fallait le souligner. Nous avons les jeux qu'on appelle des solos et vous avez des jeux qu'on appelle les wari. Le Songo appartient à la catégorie des wari, la catégorie de deux rangées par tablier. Par contre, la catégorie des solos, c'est la catégorie de 4 rangées par tablier. Donc tout de suite, ce monsieur Harold, quand il a écrit l'histoire de ces jeux de semailles, il a montré au monde que en fait tous ces jeux viennent d'une seule terre, viennent d'un seul peuple, Afrique et le peuple noir. Donc dire que ces gens, n'est-ce pas, sont des hommes singes, sont des bien meubles qui ne connaissent rien, qui ne peuvent même pas penser, parce que n'oubliez pas le traité de la traite négrière, où on disait justement que ces hommes ne pensent pas, sont des bien meubles. Donc ça efface tout ce qui a été dit, et ça efface même tout ce qu'on nous enseigne à l'école. C'est pourquoi notre système doit être repensé. Dernière question, monsieur Debomam. Cette dissemblance, nous sommes à la page 26, cette dissemblance confirme le parcours migratoire du peuple Ekang et met en lumière leur rapport avec les Égyptiens anciens, où il a joué son rôle d'agriculteur, de pasteur, d'artisan, de scribe et de scientifique avant l'arrivée des barbares européens. Plus loin, vous dites, tout comme la coudée royale est à la base de toute construction égyptienne, le Songo nous offre l'occasion de dire qu'il est aussi un instrument de mesure depuis l'Égypte antique et conservé au bon gré par le peuple Ekang jusqu'à aujourd'hui. Ce qui retient mon attention, c'est au bon gré. Ouais. Est-ce que ce n'est pas exagéré? Je ne vois pas comment ça va être exagéré. En fait, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est qu'avant qu'on ait le maître qu'on connaît, l'instrument de mesure qu'on connaît, le maître, nous, Africains, on le connaissait déjà à partir de ce que moi j'ai appelé la coudée royale. Vous voyez l'affaire? Donc, et ce maître-là, c'est justement la longueur du tablier du Songo. Mais est-ce qu'il fallait attendre le XVIIe siècle pour connaître le maître, puisque c'est au XVIIIe que la France proclame officiellement le maître comme étant une unité de mesure.
par excellence, l'usage de musique par excellence. Mais nous, on le connaissait déjà. En fait, le songo nous offre l'occasion de dire que c'était non seulement un jeu, mais également un instrument de mesure. Okay. Parce que moi, j'ai connaissance, hein, quand j'étais enfant, la majorité des corps de garde des anciens se ressemblaient et avaient pratiquement les mêmes dimensions. Mais comment et où est-ce qu'ils trouvaient les mesures? Comment ils faisaient pour discuter ou bien pour dire mon corps de garde va faire peut-être 4 mètres, 5 mètres. Okay. On pense qu'à partir du songo, probablement qui était aussi dans les corps de garde, les anciens avaient une logique mathématique qui leur permettait effectivement de construire les corps de garde. Le songo ne respecte aucun temps. Il n'a aucun temps, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, vous souhaiterez aller à l'international avec ce jeu. C'est cela. Faire, comment on appelle ça? Rivaliser avec les autres jeux. Comment est-ce que vous pouvez y arriver si vous n'arrivez même pas d'abord à définir les temps? C'est justement le sens de l'ouvrage. C'est justement le sens de l'ouvrage parce qu'on estime qu'on ne peut pas commercialiser notre culture si on ne prend pas d'abord, n'est-ce pas, les dispositions constitutives, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour de la restructuration, notamment le temps de jeu. Le temps de jeu doit être là. Bien sûr, nous devons avoir le définir, le temps de jeu, puisque là, les gens peuvent jouer. On ne va pas passer une journée entière. Ah, ben non. Le football, il respecte un temps. Le jeu de dames respecte un temps. Le jeu d'échecs respecte un temps. Mais le songo, il ne respecte pas de temps. C'est pourquoi nous, on propose quelque chose. On propose même un tablier. On propose même le stade. Parce que moi, j'ai assisté, on assiste à beaucoup de rencontres, notamment en finale. Je parie que s'il y a 2 grands joueurs qui jouent là et qui sont en finale, vous n'aurez même pas la possibilité de visualiser un tablier. Par contre, la proposition que nous on fait, c'est celle qui permettra à toute personne à l'étranger ou ici de visualiser le tablier et voir concurrencer les grands joueurs. Merci à vous, Monsieur Debobam, d'avoir accepté notre invitation. On se dit à la prochaine pour un nouveau rendez-vous. Quant à vous, chers téléspectateurs, place à présent à la troisième partie de notre émission, l'actu littéraire de la semaine. Dans l'actu littéraire de la semaine, nous avons récolté pour vous cet ouvrage Longo de Maurice Okumba Kogé, œuvre publiée aux éditions Cornelius. Dans cet ouvrage, nous sommes entre la pratique de la foi chrétienne et réalité socioculturelle. Dans un décor où se côtoient le bien et le mal, l'auteur nous plonge dans le choix d'une vie fortement nuancée, notamment le projet des mariages qui se réalise dans le respect des normes traditionnelles. Toutefois, Longo se heurte à la confiscation des agences de transport par les acteurs politiques en période électorale et est victime d'un accident de route. 2 faits majeurs qui bouleversent l'organisation du mariage en lieu et date. Avec foi et détermination, l'événement est célébré avec succès. Voilà, c'est la fin de votre émission, le livre de l'auteur. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ce sera toujours avec moi, Marina Boissa, et toute mon équipe technique cachée juste derrière la caméra. Au revoir, à la semaine prochaine. Bye bye.